Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole. Non, pas en direct, à la radio et à la télévision, puisque Ibrahim Boubacar, qui est notre invité aujourd'hui, est parti hier. C'est pour ça qu'on le reçoit aujourd'hui. Un peu compliqué, mais en attendant, il est sur notre plateau. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a plein de questions à vous poser, vous vous en doutez. Hier matin, vous avez fait une conférence de presse, vous avez pu vous expliquer sur un certain nombre de choses. Mais nous, on a des questions très précises concernant cet amendement. Alors un jour, vous le mettez en place, tout le monde applaudit, et le lendemain, on s'aperçoit qu'il n'y est plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement parce que moi, je ne suis pas dans le coup politique. Je ne suis pas dans le scoop. Je suis dans un travail de fond parce que, comme je l'ai dit dans la séance, je veux qu'on épuise cette question. J'ai déposé cet amendement. Le gouvernement s'est proposé de saisir le Conseil d'État parce que dans une telle matière, dans des délais compatibles avec l'examen de ce projet de loi. La nuance est importante, dans des délais compatibles avec l'examen de ce projet de loi. Ça veut dire qu'on aura la réponse avant la fin de l'examen de ce projet de loi pour qu'on puisse statuer. Pourquoi j'ai accepté la saisine du Conseil d'État? Parce que quand j'ai fait la revue des presses, parce que c'est un sujet qui est d'actualité depuis au moins 2005, oui. Tout le monde en parle, personne n'a rien fait. Hein? Et donc dans la saisine, dans la revue de presse que j'ai fait, il ne m'a pas échappé que des opinions ici et là se sont élevées sur la constitutionnalité de la mesure. Il faut lever ce doute sur la constitutionnalité de la mesure. Parce que si c'était un projet de loi gouvernemental, il est soumis automatiquement au Conseil d'État. Donc on aurait eu l'avis en amont du Conseil d'État. Oui. Mais comme c'est un amendement parlementaire, moi je n'ai pas la capacité de saisir le Conseil d'État. Imaginez un seul instant qu'on fait voter cette disposition, qu'elle devienne loi, que la justice veut la faire appliquer à quelqu'un et qu'une personne pose ce qu'on appelle aujourd'hui une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, et que le constitutionnel casse là. De quoi on aurait l'air? Et donc, moi, je ne suis pas dans la précipitation, je ne suis pas dans le spectacle, je suis dans un travail sérieux et je souhaite que cela soit fait avec transparence et à l'issue de l'avis du Conseil d'État, s'il nous dit qu'il n'y a pas de problème constitutionnel, on ira jusqu'au bout. S'il dit qu'il y a un problème constitutionnel, il va falloir dire aux Mahorais qu'il faut arrêter de leur mentir et de leur dire qu'on fera des choses qu'on ne sait pas faire. Mais parallèlement à la saisine du Conseil d'État, de notre côté, j'ai demandé au rapporteur de demander l'avis de constitutionnalistes indépendants dans une pluralité d'opinions, de manière à ce qu'on ne vienne pas me dire « Ah, le Conseil d'État a dit ce qui ferait plaisir au gouvernement ». Donc je prends toutes les précautions pour qu'on fasse la transparence dans cela. L'important pour moi, c'est que tous les outils nécessaires à la lutte contre l'immigration clandestine soient mobilisés sans tabou, mais sans démagogie. Beaucoup de gens ont agité ce spectre sans jamais rien faire. Moi, j'ai décidé qu'on va aller jusqu'au bout. Mais pourquoi Ibrahim Boubacar l'avoir mis dans le cadre de ce projet de loi sur l'égalité? Parce que d'abord, il ne reste pas beaucoup de... Le débat s'est ouvert ces derniers temps à Mayotte, vous le savez comme moi, dans le contexte que vous connaissez. Et de support législatif pour en parler, il n'y en avait pas beaucoup, parce que ça ne peut pas être non plus un cavalier. Dans ce projet de loi, il y a également quelques dispositions de lutte contre l'immigration, pour l'insécurité. Et d'ailleurs, pendant les débats, un certain nombre de personnes, que je tairai le nom, ont commencé à dire « Ah, on va mettre l'égalité sociale à Mayotte alors qu'il y a un énorme problème d'immigration clandestine. » Et donc, moi, je ne veux pas qu'on lie les deux choses. Je ne veux pas qu'on freine l'égalité sociale à Mayotte au prétexte qu'il y a un problème migratoire. Ce sont deux choses séparées, donc il faut les traiter séparément. Parce que moi, je n'ai pas envie que dans quelques mois, parce que c'est devenu un problème d'enjeu politicien de campagne électorale, que ce sujet-là vienne polluer les Mahorais. On a vécu des problèmes dramatiques, des problèmes importants. La situation est en train de s'apaiser. Il faut solder ces débats et donner des réponses définitives aux Mahorais à des questions légitimes qu'ils se posent. Moi, je suis décidé à aller jusqu'au bout de cela, dans la transparence, dans le sérieux et dans la responsabilité. Erika Barait était là il n'y a pas si longtemps que ça sur Mayotte. Elle a fait une sortie qui a été plutôt appréciée par les médias et une bonne partie des Mahorais. Elle est arrivée avec ses 10 millions supplémentaires sur la construction scolaire, comme ça, quand ça sortait du chapeau. Or, quand on gratte un peu, on a le sentiment que ça avait été préparé et travaillé de longue date, cette histoire.
Vous savez, moi, elle s'est exprimée cela en séance. Oui. Parce que ce projet de loi égalité réelle contient énormément de choses. Oui. Il faudrait qu'on ait le temps peut-être de faire un sujet spécial sur ça. Avec grand plaisir. Mais c'était à l'occasion d'un amendement qui étendait la scolarité obligatoire, qui est aujourd'hui de 6 ans à 16 ans, comme chacun sait. Donc il y a une disposition demandant à l'étendre de 3 ans à 18 ans pour lutter contre le décrochage scolaire. Oui. Donc moi, je suis intervenu pour dire avec quels moyens on fera cela, compte tenu que sur la partie 3 ans, 6 ans, déjà aujourd'hui, les enfants scolarisés à 3 ans, on est à 60%. Donc je lui ai rappelé cette demande de construction, de rattrapage du retard que nous avons. C'est à ce moment-là qu'elle a répondu qu'elle avait décidé cet effort supplémentaire de construction scolaire en doublant l'enveloppe actuelle. De manière générale, moi j'ai voulu à travers ce projet Égalité réelle de clarifier un certain nombre de situations pour Mayotte. Pour les départements d'outre-mer, il s'agit d'achever l'égalité sociale et d'aller plus loin. Vous savez que pour nous à Mayotte, l'égalité sociale, on est en train de la commencer. Et donc, j'ai voulu qu'une traduction claire soit faite pour Mayotte sur ce que les Mahorais doivent attendre de cette démarche d'égalité réelle. C'est pourquoi j'ai fait préciser par un amendement qui enveloppe le tout que ce projet de loi égalité réelle pour Mayotte inclut la réalisation de l'égalité sociale et que j'ai fait inscrire dans la loi Mayotte 2025 sur lequel vous, journalistes, vous avez tellement de doutes. Eh bien là, oui, c'est dans la loi et il est écrit dans la loi. Il sera écrit. Député qu'on n'entend plus beaucoup parler de il 2025. Sera écrit. Mais si, c'était le cheval de bataille de Morsi et aujourd'hui. Mais il y a des comités de suivi qui sont là. La plupart des éléments qui sont dans la loi, ils sont tirés de Mayotte 2025. La convergence des allocations familiales en 2021 plutôt que 2025, le rattrapage des petites retraites, la formation des cadres, la CMUC qu'on a fait voter, etc. etc. On est en train d'appliquer ce document-là et qu'il va falloir aujourd'hui donner une base législative parce que c'est une question de crédibilité. Au moment où on demande à nouveau aux partenaires de venir se réunir pour discuter sur des plans de convergence, à 20 ans, pour parler égalité réelle, on va demander aux collectivités locales, à l'État, aux partenaires sociaux de venir refaire cet exercice un peu partout. Légitimement, les gens peuvent demander « et ce que l'on a fait, qu'est-ce que c'est devenu ?» Donc c'était important de clarifier tout ça de manière à ce qu'il y ait une crédibilité et à la fois pour ce qui est spécifique à Mayotte, mais pour ce qui, pour l'ensemble des Outre-mer, a été décidé et qui est applicable à Mayotte, ce projet de loi, très concrètement, acte de très nombreuses avancées, notamment dans le domaine économique. Ibrahima Boubacar, il y a quelques mois de cela, ça ne vous a pas échappé, et pour cause, c'est vous qui lui avez posé la question. Notre ministre de l'Intérieur, vous lui posez la question en pleine assemblée, en lui disant quand est-ce qu'on aura des forces de l'ordre, je caricature un peu, quand est-ce qu'on aura des forces de l'ordre supplémentaires. Il a annoncé devant tout le monde 102 policiers en plus. Vous lui avez posé la question, est-ce qu'il s'agit d'emploi, de création de postes? Il a répondu oui. Aujourd'hui, il y en a 14. Il y avait également une question de calendrier qui était assis derrière sa décision. Lorsque la ministre Erika Barrett était là, on a fait un point de l'exécution du plan Mayotte Sécurité, parce que c'est dans ce cadre-là que j'avais aussi posé cette question. Et effectivement, il y a là la question des contrôles de frontières, les radars, les vedettes, et cette question de renforcement de la police. des effectifs de sécurité. Eh bien, j'ai entendu effectivement le débat qui s'est tenu ces derniers temps. Nous allons rentrer dans la séquence budgétaire là. Il y aura une mission sécurité qui sera examinée. Eh bien, j'irai en mission sécurité et je demanderai des comptes au ministre de l'Intérieur pendant la séance budgétaire. Votre sentiment là aujourd'hui, monsieur le député, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a menti ou vous dites non, c'est la procédure normale? Je suis en demande de précision parce que je sais qu'il y a eu... Non, je sais qu'il y a eu 5000 policiers recrutés l'année dernière. Ouais. Je sais aussi il faut au moins 1 an pour former les policiers, que les personnes en question sortent d'école ou sortaient d'école ces derniers mois, qui sont affectés ici et là sur tout le territoire national. Donc je serai dans une demande de précision naturellement et d'exigence du respect de la parole donnée par l'État. Vous avez tout à fait raison et j'y veillerai dans l'examen de la mission sécurité dans les semaines qui viennent à l'Assemblée nationale. Ibrahima Boubacar, c'est presque la dernière question. Est-ce que vous êtes
Ça va vous énerver cette question. Est-ce que vous êtes candidat à votre propre succession en tant que député? Clairement. Clairement, parce que C'est l'heure de le dire maintenant. c'est l'heure de le dire, parce que chaque fois qu'on bouge le petit doigt, les gens disent il fait ça parce qu'il est candidat. L'indexation, parce qu'il était candidat. Maillot 2025, il était candidat. Le Code du travail, le 1er janvier 2018, il était candidat. Aujourd'hui, le combat pour l'égalité réelle, c'est parce qu'il est candidat. Non, c'est tout simplement parce que je suis député en exercice et que je dois exercer mes responsabilités jusqu'au bout. Monsieur le député. Sur la deuxième question, effectivement, nous venons dans le moment des candidatures. Il est légitime, en tant que député sortant, que je revienne devant la population pour d'abord faire le bilan de ce que j'ai fait, hein, et éventuellement demander que la population me donne confiance pour poursuivre ce travail. Donc ça veut dire que vous êtes candidat à votre propre succession. Je suis dans une force politique qui a ses propres procédures comme tous. Il y aura ou il y a un appel à candidature. Je suis naturellement candidat à la candidature comme tout le monde et selon la formule réservée. Et mes camarades politiques les soutiennent. Vous, le moment venu, vous direz s'il est légitime que je puisse prétendre à être candidat à ma succession. Je suis candidat à la candidature pour continuer ce travail dans le respect des dispositions de la force politique à laquelle j'appartiens. On ne s'autoproclame pas candidat, c'est un processus pluriel, un processus dans lequel collégialement, collectivement, on vous porte vers ça. C'est très clair. Qu'est-ce qui... merci de reconnaître que c'était clair. Vous l'avez dit clairement. Est-ce que il y a des choses pour pouvoir repasser sur ce deuxième mandat que vous vous dites quand vous vous rasez le matin, non, merde, cette connerie, je la referai plus. Ça, je le referai plus. J'ai fait une erreur sur ce mandat-là. Ça, il faut plus que je le refasse. Et ce ça-là, c'est quoi? Je vous ai dit, l'heure du bilan arrivera. Moi, aujourd'hui, je suis dans l'heure de l'action. Quand je regarde aujourd'hui... Il n'y a rien qui vous choque dans ce que vous avez fait? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit l'heure du bilan arrive là, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, je suis dans l'heure de l'action, y compris éventuellement pour corriger certaines choses qui ont été mal faites. Dans cette loi, il y en a. Sur la loi de mars 2016 sur les droits des étrangers, eh bien on a voté une disposition là pour corriger une disposition sur l'intervention des juges qui s'est avérée non appropriée. Je n'ai aucun mal à reconnaître une chose qui aurait été mal faite, qu'il convient de corriger. Il n'y a que celui qui n'agit pas qui ne peut pas se corriger. Mais aujourd'hui, on est plutôt attaché à déployer nos énergies pour faire valoir encore des dispositions en faveur de Mayotte. Et dans ce projet de loi, d'ores et déjà, il y en a un certain nombre qui sont très importants dans la vie quotidienne des gens, que j'ai exposé hier effectivement en conférence de presse et que nous aurons l'occasion de développer dans les jours à venir sur la formation, sur le développement économique, sur les fonctionnaires, sur tout un tas de sujets. Mais en même temps, tous les sondages au niveau national le démontrent qu'il risque d'y avoir l'alternance en juin, enfin en mai ou juin. C'est-à-dire que la droite pourrait repasser. En tout cas, c'est ce que disent les sondages. On se fie à ce qu'on nous dit. Est-ce que ça va pas être, j'allais dire, encore un élément plus compliqué à votre candidature? Être de gauche alors qu'on sait qu'il va y avoir l'alternance. Mais méfiez-vous des sondages. Dans pareil moment, il y a une dizaine d'années, les sondages disaient que Lionel Jospin était assuré d'être élu président. Vous avez vu le destin qui lui a été réservé. Que des sondages disent aujourd'hui un tel est assuré d'être élu. Respectons le peuple. Est-ce que vous voyez François Hollande au second tour? Respectons le peuple. Le peuple se décidera. Viendra le moment de la campagne où j'ai dit... Ouais, elle a déjà démarré. Mais non, c'est une pré-campagne. Ce sont des primaires, comme on dit, de part et d'autre. Vous savez ce que ça veut dire primaire? Voilà, c'est une pré-campagne. Ouais. Et donc, laissons d'abord les primaires s'achever. Ouais. Elle clarifie les projets des uns et des autres. Le moment venu, il y aura bilan contre bilan et surtout projet contre projet. Et à ce moment-là, les Français verront à qui se fier pour les 5 prochaines années. Je fais confiance à l'intelligence du peuple français. Vous avez dit primaire, hein, pas préliminaire. Primaire, j'ai dit primaire. Bien d'accord. Hein. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le député, d'être venu sur ce plateau, malgré votre emploi du temps un petit peu chargé, ça on le sait. Vous revenez quand vous voulez, parce qu'on a encore plein de questions à vous poser, et c'est promis. On fera un jour une émission d'1 heure pour parler à nos concitoyens et expliquer ce qu'est
l'égalité réelle. Exactement, Y ils ont compris besoin. sur la vie chère, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions aujourd'hui. J'ai déposé un amendement, par exemple, là-dessus, sur les doukas, sur les prix On a de besoin de gros et les comprendre prix ce que de c'est que détail. l'égalité réelle. Je suis preneur de revenir chez vous quand vous le souhaitez. Merci beaucoup, monsieur le député. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.